Après le néolithique, il y eut une période de la préhistoire qui n'est pas souvent mentionnée dans la culture populaire et les médias. Avant que l'âge du bronze ne s'impose dans le monde, l'âge du cuivre, ou période chalcolithique, a connu son heure de gloire. Comme son nom l'indique, cette période du développement humain est étroitement liée à l'invention de la fonte du cuivre et à la toute première utilisation des métaux dans l'artisanat. Le nom chalcolithique est dérivé des mots grecs chalko, qui signifie cuivre, et lithos, qui signifie pierre. Bien qu'il soit vrai que la pierre restait le matériau principalement utilisé dans l'artisanat à cette époque, le nom est trompeur, car l'utilisation du suffixe lithique laisse entendre que cette période faisait encore partie de l'âge de pierre. À ce stade, l'âge de pierre avait officiellement été laissé derrière, et les humains commençaient à adopter la métallurgie à travers le monde. Le début et la fin exacte du chalcolithique varient selon les régions. Le Levant Sud, par exemple, est entré dans cette période vers 4500 avant Jésus-Christ et l'a quitté vers 3500 avant Jésus-Christ. A l'inverse, on pense que le chalcolithique en Grande-Bretagne est apparu vers 2500 avant Jésus-Christ et s'est terminé aussi rapidement qu'en 2200 avant Jésus-Christ. Le métal n'a cependant pas été la seule révélation pour le développement humain au chalcolithique et aujourd'hui nous allons explorer cela. Pendant cette période, la créativité et la spiritualité humaine sont devenues plus complexes, avec l'apparition de poteries peintes et de sépultures rituelles dans certaines communautés. Comme dans la dernière vidéo de cette série, aujourd'hui nous allons vous donner un aperçu du monde pendant le chalcolithique, en explorant des lieux spécifiques qui ont contribué à notre connaissance de cette époque. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous remontons le temps pour explorer l'âge du cuivre. On pense que les innovations dans la fonte du cuivre, une technologie de métallurgie qui allait former la base de ce qui deviendrait un jour la construction de véhicules, d'ordinateurs et de villes entières, ont été développées à grande échelle en Asie. Cette région est ainsi reconnue comme la première au monde à être officiellement entrée dans l'âge du cuivre. Des sites épars d'une époque concurrente ont été découverts en Europe, mais ces endroits ne montrent pas suffisamment de preuves que la technologie était répandue dans plusieurs communautés. Le croissant fertile est considéré comme un berceau plus précis, probablement juste après 6000 avant Jésus-Christ. Il semble que les habitants de l'ancienne Yaharim Tepe et de Tel Magzalia, situés dans ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne, avaient expérimenté la production de plomb avant leur découverte du cuivre. Ces métallurgistes faisaient fondre du minerai de cuivre trié à la main dans des fosses peu profondes, en brûlant du charbon de bois pour obtenir la chaleur nécessaire. Grâce à ce qui fut probablement de nombreux essais et erreurs, ces personnes apprirent rapidement à créer un courant d'air afin de contrôler la température de leur travail, peut-être en couvrant la fosse d'argile et en laissant une ouverture dans la direction du vent. Cette technologie mènera finalement au développement du soufflet, où un métallurgiste pouvait souffler dans un tube pour fournir de l'oxygène et un courant d'air pour la fusion. C'était la structure de four de base pour la grande majorité de la préhistoire et de l'histoire ancienne écrite à venir. De plus, on pense que l'extraction du cuivre a été développée dans cette région dès 7000 avant Jésus-Christ, où des pics en pierre rudimentaires auraient été utilisés pour extraire le métal des gisements. Alors qu'est-ce que ces gens fabriquaient réellement à partir du cuivre ? Parmi les outils les plus courants de cette époque figuraient les haches en cuivre simple qui servaient à abattre des arbres, à défricher la végétation et peut-être même comme arme. À mesure que les humains commençaient entre autres à se séparer en leur propre communauté, des conflits liés au territoire et à la terre devenaient inévitables, et ainsi des armes tranchantes furent rapidement développées. D'autres artefacts de l'âge du cuivre incluent des pointes de lance, des couteaux et des épées rudimentaires. Le cuivre était également utilisé pour fabriquer des épingles pour maintenir les tissus ensemble, des bols, des assiettes et des récipients pour boire. Cela a permis aux premiers outils humains de devenir plus durables et réutilisables, ce qui réduisait la pression sur le renouvellement des ressources.
Le Moyen-Orient a également vu l'introduction des bases de la civilisation vers la fin du Chalcolithique. D'environ 4 mâles avant Jésus-Christ à 3100 avant Jésus-Christ, cette partie de l'Asie est entrée dans la période d'Uruk, une division du Chalcolithique qui se poursuivrait jusqu'au début de l'âge du bronze. Les premiers signes de vie urbaine sont apparus pendant la période d'Uruk, qui tire son nom de la ville sumérienne d'Uruk. Des villes et villages cohérents ont commencé à émerger à proximité de terres agricoles où la nourriture était facilement disponible. Les établissements sur ces terres allaient de former la base de Sumer, l'une des premières civilisations pleinement développées de l'histoire enregistrée. Des objets en cuivre sont connus en Asie de l'Est depuis le 5e millénaire avant Jésus-Christ. Ces découvertes ont été mises au jour dans ce qui est aujourd'hui la Chine et proviennent des cultures Zhangzai et Hongshan. Plus tard, la technologie s'est répandue dans toute la région et dès les 4e et 3e millénaires avant Jésus-Christ, de nombreuses cultures de la vallée du fleuve Jaune avaient appris à travailler le cuivre. Les communautés anciennes de l'âge du cuivre continuaient d'utiliser les structures mégalithiques familières du néolithique. L'un des plus grands exemples de mégalithes de l'âge du cuivre peut être observé dans l'actuel Israël, sur le site de Roujoum el-Hiri. Il s'agit d'un grand cercle de pierre, également connu sous le nom de roue des géants, situé près de la mer de Galilée. Il porte bien son surnom, un grand anneau de pierre dressé relié par des structures qui ressemblent aux rayons d'une roue. Au centre du cercle, un site funéraire, utilisé pour faire ses adieux aux morts. Nous aborderons les rituels funéraires anciens dans la prochaine partie, mais ces mégalithes étaient souvent utilisés à travers l'Europe et l'Asie comme des lieux religieux ou spirituels dans les anciens systèmes de croyances. Beaucoup sont encore debout aujourd'hui. La période chalcolithique dans l'Europe ancienne a commencé vers 5000 avant Jésus-Christ et s'est terminée en 2000 avant Jésus-Christ. Le cuivre a d'abord été utilisé pour l'artisanat en Europe du Sud-Est, dans des régions du continent qui correspondent aujourd'hui à la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie. Une partie de cette technologie s'est probablement répandue par le Proche-Orient et le Levant, apportée par des groupes de migrants. Beaucoup de ces personnes étaient également capables de fabriquer des armes tranchantes comme des haches et des pointes de lance qui étaient utilisées à la fois pour la défense et l'attaque. Peut-être la découverte chalcolithique la plus connue d'Europe est le corps naturellement momifié d'un homme qui a vécu dans les Alpes autrichiennes entre 3350 et 3105 avant notre ère, surnommé Ötzi, l'homme des glaces, en raison du fait que ses restes ont été retrouvés dans la région d'Ötztal de la chaîne de montagnes. Ötzi est la plus ancienne momie naturelle d'Europe et nous offre une vision incroyablement intime de la vie des humains du Chalcolithique. Ötzi a été découvert pour la première fois en septembre 1991 par 2 touristes près de la frontière autrichienne avec l'Italie. Pensant d'abord avoir découvert un corps récent, ils ont alerté les autorités, qui ont finalement réussi à retirer le corps quelques jours plus tard avec l'aide d'alpinistes. Des études de scientifiques ont suivi et Ötzi a été minutieusement examiné par des experts. Ils ont pu déterminer qu'il avait mangé un repas de viande de bouquetin avant de mourir et qu'il portait du lard sec sur lui pour une consommation ultérieure. Des particules de cuivre ont été découvertes dans les cheveux d'Ötzi et il portait une lame en cuivre. Cela implique que Ötzi a peut-être été un fondeur de cuivre de son vivant, l'un des premiers métallurgistes d'Europe. L'analyse de ses os a confirmé cette hypothèse, indiquant qu'il avait parcouru de longues distances sur un terrain accidenté, probablement pour obtenir du cuivre ou peut-être pour chasser des animaux. Les vêtements d'Ötzi se composaient d'un manteau sur lequel il portait une cape faite d'herbes tressées, un pagne en cuir et des chaussures, ainsi qu'une coiffe faite en peau d'ours, complétée en sa tenue. Peut-être que ce qui était le plus remarquable concernant le corps d'Ötzi, c'est qu'il semble avoir connu une fin de vie violente.
On pensait au départ que Zi était décédé après qu'une violente tempête de neige l'ait fait mourir de froid, mais cela a changé en 2000 lorsqu'une pointe de flèche a été découverte logée dans son épaule gauche. Cela a amené les scientifiques à conclure qu'il était mort d'une perte de sang et qu'il était possiblement victime d'un meurtre. De plus, ses mains étaient meurtries et coupées, et le sang de 4 autres personnes a été découvert sur ses affaires. Cela a été interprété en proposant qu'Otsu ait lui-même tué 2 personnes, peut-être avec la même flèche qui a transpercé son épaule. Une partie du sang sur ses vêtements pourrait appartenir à un allié qu'il a tenté de porter en lieu sûr, et la pointe de flèche aurait été retirée une fois de plus après la mort. Il a d'abord été proposé qu'Otsu soit mort là où il a été retrouvé, mais des preuves manquantes suggèrent qu'il a pu être transporté dans les montagnes et déplacé périodiquement au fil des saisons. Plusieurs conclusions ont été tirées de la mort d'Otsu, allant de l'idée qu'il aurait pu être une victime de meurtre, une victime d'une guerre préhistorique non documentée, ou peut-être même un sacrifice rituel. Ailleurs en Europe, d'autres évolutions concernant la mort avaient lieu. De nouvelles pratiques funéraires apparaissaient sur tout le continent, dont l'une comprenait une première version des pratiques d'inhumation modernes. Cela impliquait les tout premiers cimetières où les morts étaient retirés des habitations pour être enterrés dans un lieu de repos éloigné de la maison. Cela pouvait être le résultat de connaissances concernant les dangers de la propagation des maladies à partir des cadavres, ce qui servait également de moyen de se souvenir et d'honorer les morts. Cela a conduit aux toutes premières funérailles du monde, dont étaient responsables les chefs locaux ou les chamans. Responsables de mettre les morts au repos. Au cours de ces premières années, les funérailles étaient accompagnées de discours sur la vie, les compétences et les expériences de la fin de la personne. Dans certains endroits, comme l'ancienne Bulgarie, de nombreuses personnes étaient enterrées avec de grandes quantités d'or, de cuivre et, vraisemblablement, leurs anciens biens de leur vivant. Certaines tombes ici étaient vraiment vides, mais contenaient les effets personnels de personnes décédées ailleurs ou dont les restes n'étaient pas récupérables. À l'époque chalcolithique, le sud-est de l'Europe allait bientôt accueillir l'une des inventions les plus importantes de toute l'histoire humaine, la roue. Cela a conduit à la création de charrettes et de wagons, qui pouvaient être tirés par des animaux domestiques comme les bovins et les chevaux. Non seulement cela a jeté les bases de presque tous les véhicules terrestres et machines connus de l'homme aujourd'hui, mais cela a aussi permis aux humains de l'Antiquité de transporter leurs marchandises et biens de façon bien plus efficace. De grandes quantités de cuivre pouvaient être transportées à travers les collines et les montagnes sans fatigue supplémentaire. Les champs pouvaient être labourés, ce qui économisait du temps et de la main-d'œuvre lors des semailles, et le commerce pouvait désormais révolutionner le monde facilement. L'un des sites culturels les plus riches archéologiquement pour l'âge du cuivre en Europe est l'île de l'actuelle Chypre. Les Chypriotes préhistoriques étaient habiles à créer et à peindre de la poterie, à fabriquer des figurines en terre cuite et à développer des bibelots en cuivre puis en bronze à des fins décoratives et funéraires. On pense que le chalcolithique en Europe a pris fin avec l'arrivée de la culture campaniforme à travers le continent. Nommée d'après les gobelets à boire en forme de cloche inversée découverts sur des sites à travers l'Europe occidentale, cette culture était présente de la péninsule ibérique et des îles britanniques jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Croatie au sud et la Pologne au nord. Ces peuples allaient développer des technologies dans le travail du bronze, le tir à l'arc, l'ornementation et la religion, contribuant à créer une culture plus unifiée à travers le continent au début de l'âge du bronze à venir. On pense que le cuivre a été introduit en Afrique via le Levant, où il s'est d'abord implanté en Égypte. Le cuivre était répandu dans l'ancien empire égyptien, et des installations de production de cuivre ont été découvertes sur des sites proches des célèbres pyramides. Les anciens Égyptiens comptaient parmi les premiers peuples à utiliser des techniques de fonte du cuivre technologiquement avancées, où des soufflets et des tuyaux étaient utilisés pour souffler de l'air sur le cuivre fondu afin d'améliorer le résultat final.
Dans divers sites funéraires anciens à travers l'Égypte, il existe des preuves que des ornements en cuivre ont été enterrés avec les défunts, accompagnés de récipients et même d'armes. Parmi les autres objets en cuivre de l'Égypte ancienne, on trouve des aiguilles, des ciseaux, des scies, des haches, des harpons, des couteaux et des pointes de flèches. La production de cuivre a peut-être été découverte indépendamment en Afrique subsaharienne, avec peu ou pas d'influence du Levant. Cela est attesté par des objets en cuivre découverts dans la région d'Agadez au Niger, datant d'environ 2000 avant Jésus-Christ. Le cuivre ici n'était pas entièrement développé, et il semblerait qu'une grande part d'essais et d'erreurs ait été nécessaire pour le façonner. Cela pourrait signifier que ces personnes étaient en train d'inventer la technologie à cette époque, et n'avaient pas reçu de connaissances ni d'aide de mineurs ou de commerçants extérieurs. Différents styles de fours ont également été expérimentés jusqu'à ce que le résultat souhaité soit enfin obtenu. Cependant, il est plus difficile d'explorer les informations provenant de l'Afrique subsaharienne tropicale. Peu ou pas de datations sont disponibles pour les objets en cuivre qui ont été découverts dans des pays comme le Nigeria, et les plus anciens objets en cuivre connus au sud de l'équateur datent entièrement d'environ 345 après Jésus-Christ. De même qu'en Afrique subsaharienne, les peuples vivant sur les continents isolés des Amériques ont développé la métallurgie de façon indépendante durant l'âge du cuivre. Cela a peut-être été exploré pour la première fois au Mexique, dans ce qui sont aujourd'hui les régions de Guerrero et Nayarit. À la suite de cela, on pense que les civilisations mixtèques ont exploité cette technologie pour fabriquer des armes et des outils, suivis plus tard par les Aztèques. Le cuivre était utilisé dans ces régions des milliers d'années avant que les premiers Européens ne mettent le pied sur le continent. On pense que la technologie s'est finalement répandue jusqu'aux civilisations andines, puis jusqu'au continent nord-américain. Bien que nous sachions peu de choses sur l'âge du cuivre par rapport à l'âge de pierre qui l'a précédé, il est important de se rappeler que cette période n'a duré qu'environ 1000 ans dans chaque région. De nouvelles preuves et découvertes concernant le mode de vie de ces peuples anciens continuent d'être mises au jour en permanence, avec des études de 2023 montrant que la région d'Asie que nous appelons aujourd'hui Oman était un important fournisseur de cuivre au chalcolithique et dans les années qui ont suivi, à l'âge du bronze. Peut-être qu'un jour, nous comprendrons entièrement la vue d'ensemble de ce à quoi ressemblait l'âge du cuivre et comment ces peuples vivaient réellement leur vie.